Ambassadeur. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Bienvenue au Congo, Merci. votre deuxième patrie. Merci. Non, Allez, je disais qu'on dit la toujours que c'est de la faute aux Belges, mais 66 ans plus tard, les Belges sont déjà partis. Nous devons nous émanciper, être mieux même que le Belge. Vous savez, les Américains étaient contrôlés par les Anglais. Mais les Anglais dépendent des Américains, stratégiquement, même pour les protections, etc. Donc la Belgique nous a permis d'accéder à un certain nombre de modernismes, mais c'est à nous, Congolais, aujourd'hui, nous sommes presque Président, je veux 200 vous millions d'habitants. Sinon, on finira jamais. Nous devons nous émanciper. Avec le président. Voilà. Madame Roxana, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, Un mot merci. par rapport au président, ça sera l'occasion également pour que la Belgique, j'ai envie de dire, supporte la formation des journalistes. Oui, c'est la demande que j'ai fait officiellement parce que Voilà. nous devons former nos journalistes. Ils peuvent aller à la RTBF, ils peuvent aller à... pas pour y rester, hein, être formés et revenir chez nous pour conscientiser Mais les ça Congolais, n'existe par pas, exemple. en fait. Hein, ces gymnages entre les journalistes congolais, officiellement. Mais nous, nous l'INPC. octroyons les autorisations ici aux structures européennes. RTBF était capté ici en RDC, c'est le plus le cas pour le moment. Mais il faut qu'il y ait la réciprocité. Il y a souvent des journalistes congolais qui se rendent aussi en Belgique. Souvent, c'est quand il y a des délégations officielles, ils accompagnent des visites, mais on a souvent des demandes aussi pour des événements ou autres. L'UNPC Mais les demandes Kinshasa, pour des formations, c'est vrai que Tout à fait, c'est tout à fait possible. Il y a énormément d'échanges entre universités. C'est souvent entre les institutions de formation que ça se passe. Mais on appuie les organismes qui permettent d'organiser ces échanges. comme Donc, l'UNPC Kinshasa, qui compte 4500 Exactement. journalistes, Voilà. peut venir envoyer quelques journalistes en Belgique, être formés. C'est eux qui peuvent conscientiser les Congolais à rester chez eux, à ne pas venir être demandeurs d'asile en Belgique. Président, merci, je vais vous laisser Voilà. partir. Merci à vous. Je vous donnerai, madame, ces services vous donneront certainement la carte de madame et vous allez continuer la discussion. Hors antenne, certainement. Voilà. Vous acceptez de les recevoir, certainement, à l'ambassade. tout à fait. Avec Ouais, plaisir, grand madame. Voilà. Merci beaucoup. Bonne émission. Merci, Merci. président. À très bientôt. Allez, madame Roxana, bienvenue sur ce plateau. Merci. C'est la première fois, c'est par ici, président. J'avais oublié que de faire il y sortir le avait une président. porte titrée. Président, au revoir. Bonne émission. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Allez, on va fermer parce que ça sera avec madame. Vous allez bien, madame? Ça va très bien, vous-même? Très bien, merci. Généralement, lorsqu'à TVA pour la première fois, moi je me mets là, je demande des choisir, vous voulez vous asseoir où? Faites comme Ah, chez moi vous. j'avais vu que votre précédent invité était là, donc naturellement Il a je me choisi suis de mis se là. mettre là, c'est à vous de Mais pour de choisir. Faites bousculer comme les chez vous. codes, alors moi je vais prendre votre place. Ah d'accord, comme ça moi Mais sinon, alors on est loin peut-être. bah, je vais mettre à Ah, côté de c'est vous. mieux. Alors, comment vous allez? La première question, vous allez bien? Mais très bien, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Alors, là, monsieur, je vous rappelle, on reçoit madame l'ambassadrice de la Belgique, du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo. Merci de regarder le panel de votre show. Votre matin revient dans quelques instants. Il y en a plus, fais-moi confiance. Je pars, moi, là-bas, je me sens. Pèse d'abord ça, Nata, tu resteras fermé le truc là. Bonjour, je suis venue ici à la Fondation avec ma famille pour accompagner mon petit frère. Il a reçu une bourse Excellencia. Il est inscrit dans une université du Maroc, alors nous sommes venus l'accompagner. Nous sommes à l'aéroport international de Njili. Je ne viens pas accueillir quelqu'un, au contraire, c'est moi qui m'en vais loin de mon pays, loin de ma famille, avec un rêve à construire. Je vais précisément au Maroc. Je ne pars pas pour rester, mais je pars pour revenir. Elle est en train de partir. Elle ne nous quitte pas, mais elle part représenter sa famille, elle va représenter le pays. On vient d'arriver au Maroc pour commencer nos études ici. Bienvenue au Maroc, bienvenue dans la grande famille Smart. Alors, je me présente, je suis Madame Safa, je suis la DGA du groupe. Alors, vous venez de faire tout ce qui est démarches d'enregistrement au niveau du siège de Smart Africa et aussi les démarches consulaires. Alors, au lieu que chacun de vous se déplace à l'ambassade de la RDC, c'est Smart Africa qui va faire toutes les démarches au niveau de l'ambassade de la République démocratique du Congo ici au Maroc, à Rabat. Ce qui fait, on va vous faire l'enregistrement à l'ambassade, la demande de la carte consulaire, l'authentification de vos documents et aussi la prise en charge, la demande de prise en charge de l'ambassade, qui est un document obligatoire pour l'établissement de la carte de séjour. En tout cas, s'il y avait un mot que je pouvais dire pour tout résumer, c'est merci Maman Denise pour cette opportunité, pour cette grâce que vous nous accordez. J'ai souvent dit que rêver c'est un pouvoir, mais réaliser son rêve c'est un super pouvoir.
Aujourd'hui, si j'étais dans un DC Comics, on m'a donné ce super pouvoir-là de tenter de réaliser mon rêve. Merci beaucoup, maman Denise. La Bourse Excellencia, c'est programme de la Fondation Denise Nyakeru-Tshisekedi, la Fondation Lona, ancienne Fondation Denise Nyakeru-Tshisekedi. Cette fondation, c'est programme qui permet aujourd'hui à plusieurs jeunes Congolais de bénéficier de la Bourse Excellencia dans plusieurs universités à travers le monde, mais également ici en République démocratique du Congo. Pendant 5 ans, le cursus universitaire est pris en charge 100% par la Fondation de la Première Dame, Madame Roxana. Bonjour une fois de plus. Bonjour. C'est la première fois de faire une émission à la télévision nationale. Hein. Je crois bien, oui. J'en suis ravie. Vos premières impressions? Mais je suis très contente d'être là, d'échanger avec vous. J'ai vu votre travail et je pense que c'est une belle opportunité d'expliquer ce que nous faisons ici et quels sont les liens entre nos pays. Donc je suis vraiment très contente d'être là. Merci pour l'opportunité. Merci. Alors, ça fait pratiquement 3 ans que vous êtes en poste en République démocratique du Congo. Dites-moi, comment vous vivez cette mission? C'est très intense. Moi, je suis vraiment ravie d'être là. J'adore être en République démocratique du Congo. Ce n'est pas ma première fois. J'étais ici en 2011 aussi. Je suis venue plus ou moins pendant 1 an. Mais c'était toujours mon rêve de pouvoir revenir comme ambassadrice parce que c'est un pays avec lequel nous avons des liens très étroits. Nous avons beaucoup d'activités dans tous les domaines, beaucoup d'échanges humains. Et moi, c'est vraiment ce qui me motive, ce qui m'anime dans mon travail au quotidien. Mais c'est vrai que c'est intense et donc c'est aussi souvent très fatigant. Mais ces 3 années sont déjà passées vraiment de façon très rapide. Alors parlons de cette relation, de la relation entre la République démocratique du Congo, la Belgique. Quel est le regard que vous portez à cette relation? Ben, je pense qu'elle est vraiment, on dit souvent en langage diplomatique, les relations sont excellentes, mais l'avantage c'est qu'ici c'est vrai. Et elles sont aussi, comme je disais, à toutes sortes de niveaux. C'est ce qui fait, évidemment, en raison des liens historiques, nous avons des populations il y a beaucoup d'échanges entre nos populations, entre nos universités, entre nos gouvernements, entre nos institutions culturelles, etc. Il y a vraiment énormément de tissus, de liens qui sont liés, qui sont tissés entre nos 2 pays. Et c'est ce qui fait que nos relations sont riches. Et elles ont connu des hauts et des bas au fur et à mesure de l'histoire, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut dire qu'elles sont vraiment dynamiques et variées. Alors, il y a une phrase qui revient toujours, hein. La Belgique dit que soutenir la souveraineté, l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, une phrase qui revient tout le temps. Tous les dirigeants belges qui visitent la RDC, ils le répètent. Concrètement, ça veut dire quoi au fait? Ben, ça veut dire reconnaître qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, cette souveraineté n'est pas respectée. Il y a un conflit dans lequel un pays voisin, le Rwanda, est impliqué et donc soutient une rébellion. Et donc, si on le dit haut et fort, c'est parce que c'est une violation du droit international. Vous savez, j'entendais votre précédent invité qui disait la Belgique est un pays moyen. C'était poli, mais on est plutôt un petit pays, surtout si on compare à la République démocratique du Congo. Et pour nous, c'est extrêmement important, justement, quand on est un peu plus petit, d'être sûr que les règles qu'on a établies sont respectées. Parce que sinon, si vous n'avez plus de règles, c'est la loi du plus fort. Si vous n'établissez pas au moins le respect des normes internationales, alors ça devient très compliqué. Et nous sommes convaincus qu'il est très important d'essayer plus que jamais de défendre le droit international, de défendre un monde qui est basé sur des règles, que tout le monde respecte, et de défendre le multilatéralisme, c'est-à-dire la coopération entre États pour essayer de résoudre les problèmes. Donc ça, c'est vraiment dans l'ADN de la Belgique, de sa politique étrangère, et c'est d'autant plus vrai ici, dans ce pays qui nous est cher, c'est d'essayer de voir comment on peut aider la République démocratique du Congo à récupérer sa souveraineté. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire appuyer tout ce qui peut, tous les processus, tous les mécanismes qui peuvent aider à mettre fin à cette guerre. Parce qu'il ne faut pas se tromper, la première priorité, c'est d'arrêter les souffrances des populations. On parle de droit international, mais l'impact, il est dramatique pour les gens. On parle de Congolaises et Congolais aujourd'hui qui vivent dans des situations extrêmement difficiles. Donc c'est ça qui doit nous animer tous les jours et nous dire on ne doit pas se décourager, on doit continuer à appuyer ces processus pour apporter la paix. C'est essentiel. Et en quoi est-ce que la Belgique a, je dirais, adopté des positions pour défendre ce principe-là? Eh bien, c'est dès le début, on a d'abord dénoncé la guerre d'agression. On a été parmi les premiers pays
à mettre les mots sur ce qui se passait. Je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne le nie. Mais c'est aussi appuyer, comme je le disais, tout ce qui peut aider à trouver une solution. Et aujourd'hui, on voit que les partenaires américains, les partenaires du Qatar et l'Union africaine sont impliqués pour essayer d'aider à mettre en place on va arriver là, mais bien sûr. Je voudrais d'abord qu'on s'arrête un moment. Vous parlez, sans mâcher le mot, vous parlez de la RDC qui est agressée par un pays voisin. C'est que les Congolais ne comprennent pas. Au fait, c'est comme si la Belgique dit une chose, mais dans la faisabilité, par moments, ils comparent ce qui se passe en Ukraine, comment la Belgique est au devant de la scène avec l'Union européenne pour exiger des choses, pour vraiment faire pression. Mais en RDC, c'est vrai, vous le dites, sans mâcher le mot, mais... eh bien, vous n'êtes pas aux manœuvres pour voir comme si vous exigez... En fait, vous devriez relire ou revoir les positions qui ont été prises au moment où des sanctions ont été prises, y compris par l'Union européenne, contre notamment le Rwanda en raison de cette situation, qui était parmi les pays qui ont vraiment mené le plaidoyer pour essayer de faire comprendre ce qui se passait. C'est notamment la Belgique, pas que la Belgique bien sûr, d'autres pays également. Mais qu'est-ce qui nous animait à ce moment-là? Et je me souviens très bien que ces mots ont été prononcés par notre ministre des Affaires étrangères, mais aussi par la haute représentante Kaia Kallas, de dire on ne peut pas avoir une politique de deux poids, deux mesures. On dénonce ce qui se passe en Ukraine, on doit aussi dénoncer ce qui se passe ici. Et donc c'est pour ça que nous avons, avec d'autres, vraiment mobilisé. Vous exigez en Ukraine qu'il y ait la guerre, mais c'est comme ça, en Asie, vous êtes resté un peu plus prudent. Non, non, absolument pas. D'ailleurs, en raison de cette position que nous avons adoptée, qui pour nous était, comme je l'ai dit, une position absolument basée sur les principes, en raison de cette position-là, on a vu que le Rwanda a décidé de rompre les relations diplomatiques avec la Belgique. Aujourd'hui, nous, on n'a plus de relations diplomatiques. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils ont voulu peut-être un peu souligner ce rôle ou essayer de casser la solidarité européenne, parce que finalement, c'était des sanctions qui avaient été adoptées par 27 pays membres de l'Union européenne, mais le Rwanda n'a cassé ses relations diplomatiques ou interrompues qu'avec la Belgique. Mais le Congrès se pose également une question, c'est que fait les États-Unis par exemple aujourd'hui par rapport à cette crise sécuritaire à l'Est, avec l'accord de Washington, avec les sanctions, c'est pas ce que devait faire également la Belgique. Appuyer un peu plus fort. Alors on peut le faire certainement, mais on n'a pas le poids des États-Unis, il faut aussi reconnaître notre rôle. Je pense qu'aujourd'hui, les États-Unis sont un pays qui ont vraiment une capacité de levier assez importante sur le Rwanda également, mais ici aussi, on voit que l'implication est vraiment très forte. Je crois aussi qu'il ne faut pas que tout le monde essaye de se mêler de la situation en même temps, parce que sinon on n'arrivera pas à quelque chose d'efficace. Donc ce qui nous semble le plus utile à ce stade, c'est de soutenir les processus en cours. Et donc pour le moment, il y a le processus de Washington entre la RDC et le Rwanda, et puis il y a les discussions autour du processus qu'on appelle de Doha entre le gouvernement de la RDC et le M23. Et je pense que ce qui sera vraiment très important aussi à un moment, c'est d'avoir une discussion avec les pays de la région et d'être sûr qu'on trouve quelque chose, une solution qui soit durable pour l'ensemble de la région, parce que la RDC a 9 voisins et il est vraiment important qu'elle puisse avoir des relations harmonieuses et constructives avec tous ses voisins. C'est un potentiel de croissance, de développement pour les populations énorme que de pouvoir... en fait, vous savez, en Europe, pendant des siècles, on a connu énormément de guerres, d'invasions de l'un de l'autre, d'occupations, etc. Puis c'est seulement après la Deuxième Guerre mondiale qu'on a décidé finalement de mettre nos destins ensemble, de travailler ensemble, de coopérer. Et on n'a jamais connu autant de paix et de prospérité sur le continent européen qu'à partir du moment où on a décidé de travailler ensemble. Et on espère vraiment pour les populations de cette région aussi qu'un jour ce sera possible, parce que ce sera formidable. Le siège de l'Union européenne, c'est en Belgique. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la RDC reçoit suffisamment de soutien international? Je pense qu'on est dans une époque où il y a eu dans toute une partie du monde peut-être une réduction peut-être de l'implication internationale, un repli sur soi. On voit que ça devient plus difficile. De notre côté, en tout cas, on a décidé de rester très engagé. La RDC est le premier pays de coopération bilatérale pour la Belgique. Nous sommes ici très présents avec toute une série d'instruments
et nous voulons vraiment le rester. Donc je pense que en ce qui concerne en tout cas la Belgique, le partenariat est très fort. Nous avons notamment au niveau bilatéral ce qu'on appelle la coopération classique bilatérale, qui est mise en œuvre par Enabel, comme vous connaissez. Nous avons vraiment un programme qui se poursuit et qui vient d'être récemment l'objet de toute une évaluation pour le réorienter et le rendre encore plus pertinent aux priorités congolaises, parce que c'est ça qui est important. Dernière question sur ces sujets, avant qu'on parle coopération bilatérale. L'Union européenne, j'ai dit tout à l'heure, que compte faire la Belgique pour que cette guerre s'arrête une fois pour toutes? Même si aujourd'hui vous n'avez plus de relations avec le Rwanda, oui, mais concrètement? Je crois que ce que la Belgique peut faire, c'est continuer à sensibiliser et mobiliser. Vous savez, le monde est et pourtant, malheureusement... le Congolais voudrait qu'il y ait plus des sanctions, qu'on puisse plus serrer. Bien sûr, mais ça passe par la sensibilisation. Si vous voulez que les gouvernements se mobilisent, il faut d'abord qu'ils soient sensibilisés et qu'ils soient saisis de la question, si vous voulez. Aujourd'hui, malheureusement, quand vous regardez la scène internationale, il y a des guerres, des conflits, des tensions un peu partout. On n'a jamais connu autant de situations de crise. Et donc, c'est difficile de garder l'attention concentrée sur ce qui est en train de se passer à l'est de ce pays, parce que un jour c'est le Moyen-Orient, un jour c'est le Soudan, un jour c'est... Donc c'est très difficile de dire non, il faut continuer à mobiliser, il faut continuer à rester impliqué. Et pourquoi faut-il rester impliqué? Justement pour presser pour que cette solution... c'est jamais facile de négocier. Quand vous négociez, vous savez que vous n'allez pas repartir avec tout ce que vous aviez voulu obtenir. Ça veut dire qu'il va falloir faire des concessions, ça veut dire qu'il va falloir que les parties se parlent. Et en général, quand la pression internationale et le regard international est là, ça aide quand même un tout petit peu à dire non, on ne se distrait pas, on y va, on est concentré et on avance. Et donc c'est un peu l'idée de dire, ces sanctions, c'est pas juste punir, parce que ça n'a pas beaucoup de sens, on n'avance pas rien qu'avec cette idée-là. Ce qui est important, c'est de dire non, cette situation n'est pas acceptable, il faut qu'on trouve une solution pour la paix, pour mettre fin à ce conflit. Et les sanctions sont une façon de mettre la pression en disant l'état actuel ne peut pas vous satisfaire. On doit revenir à une solution qui respecte, comme on l'a dit en introduction, la souveraineté de la RDC et surtout qui soulage les populations, parce que moi je veux vraiment qu'on se rappelle que c'est pour les populations congolaises avant tout qu'il faut se mobiliser. Alors justement, j'ai envie de vous poser une question personnelle, hein, comme diplomate, depuis votre arrivée en RDC, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette crise sécuritaire à l'Est de la RDC? La souffrance. La souffrance qui n'arrête pas, d'abord qui dure depuis beaucoup trop longtemps. Ça fait 30 ans que cette région en particulier, alors avec des épisodes plus violents et moins violents, mais aujourd'hui le niveau de violence, on ne peut pas s'habituer à ça. On doit rester complètement révolté par ce niveau de souffrance. C'est ce qui me marque le plus. Évidemment, sur ce conflit, vous me posez la question par rapport au conflit. Ce n'est pas ce qui définit le pays. Il y a tellement d'autres choses qui me marquent dans mon travail au quotidien. Mais quand je pense à la situation à l'Est et ce potentiel, cette beauté, j'ai beaucoup voyagé dans cette région aussi. Avant l'occupation, je suis allée plusieurs fois à Goma. J'avais déjà eu l'occasion précédemment d'aller à Bukavu. Je suis allée depuis beaucoup de fois à Beni aussi. Cette région est magnifique. Il y a un potentiel extraordinaire de développer énormément de produits agricoles, de transformation. On va en parler d'ailleurs dans l'objet de la coopération. Mais quand vous savez tout ce qui pourrait se faire, il faut vraiment rester mobilisé pour se dire cette souffrance doit s'arrêter. C'est le développement harmonieux des populations qui vivent ensemble et qui peuvent vraiment apporter en fait énormément à ce pays. Alors parlons de la coopération bilatérale. Aujourd'hui, nous en sommes avec la coopération bilatérale entre la RDC et la Belgique. Où nous en sommes? Alors, nous en sommes dans la mise en œuvre de notre portefeuille bilatéral, comme je le disais, qui est mis en œuvre par notre agence Enabel. On est arrivé, donc c'est un programme sur 5 ans. On a déjà dépassé un peu la moitié, donc on a fait un exercice de révision de l'efficacité, ce qui marche, ce qui ne marche pas, et regarder aussi en quoi on est, oui ou non, en adhésion, en adéquation avec les priorités du pays. Et donc on va bientôt finaliser ce qu'on appelle l'exercice de révision ou de réorientation du portefeuille bilatéral. Et un des choix justement, c'est de se réorienter aussi vers le projet de couloir vert.
Donc on sait que c'est un projet congolais qui est très prioritaire, qui a vocation à transformer vraiment l'image de ce pays, parce qu'il va permettre vraiment de connecter l'Est et l'Ouest du pays, mais à travers un développement durable, un développement d'une économie de production de produits agricoles, mais aussi de leur transformation et de leur transport vers l'ensemble du pays, en fait. Donc, pour pouvoir mieux être en adéquation, notamment avec cette nouvelle réalité, nous avons récemment ouvert un bureau d'Enabel à Béni, pour être présent vraiment là où ce développement se passe. Et donc ça fait partie des décisions de réorientation. Et pour revenir un petit peu au sujet avec lequel vous avez clôturé avec votre précédent invité, l'autre axe fondamental, c'est la formation professionnelle. Vous avez ici un pays fantastique avec une population jeune, dynamique et qui est la majorité de la population. Cette population, il faut qu'elle trouve du travail. Il faut qu'elle ait les outils pour pouvoir participer à la construction du pays, participer à son développement. Et ça passe à travers aussi des formations. Et des formations, y compris des formations techniques, professionnelles, des formations à des métiers. Si vous voulez développer notamment ce couloir vert, mais d'autres corridors de développement comme le corridor de l'Obito par exemple et d'autres axes, eh bien il faut que vos jeunes reçoivent les outils qui leur permettent de participer à ces activités. Il ne faut pas que ça se fasse avec d'autres jeunes que les jeunes congolais. C'est pas parce qu'on ne les veut pas, mais parce qu'on veut donner les opportunités de le faire ici. Concrètement, que fait la Belgique pour ces jeunes, ces milliers de jeunes congolais? Que fait la Belgique concrètement? Qu'est-ce que vous faites? Très concrètement, Enabel donne aujourd'hui et assiste à donner des formations professionnelles avec différents acteurs évidemment. Et donc ça se passe dans plusieurs provinces, et notamment ici à Kinshasa. Il y a la construction même d'un centre de ressources. Donc un centre de ressources, c'est un endroit où les jeunes peuvent aller se former directement sur des moteurs, des machines et ce genre de choses. Il y a un centre de ressources aussi du côté de Lubumbashi. Il y en a un autre aussi qui est en construction à Kolwezi, et il y a encore dans d'autres provinces aussi. Et il accompagne aussi, en fait, ce qu'on fait avec ce programme, et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il se fait en bonne adéquation avec les besoins du secteur privé. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste donner des formations parce qu'on aime bien et qu'on trouve que c'est bien. Non, il faut donner des formations pour que les jeunes, dès qu'ils sortent, puissent directement travailler. Et une autre façon d'y arriver, c'est de le faire à travers des stages en entreprise. Ça ne se fait pas encore beaucoup ici, mais pourtant, ça, c'est un potentiel de mettre beaucoup de jeunes à l'emploi, parce que parfois, l'écart aujourd'hui entre les formations, et en particulier les formations universitaires, il faut le dire, l'écart entre ces formations et le besoin du secteur privé est parfois trop grand. Quand vous organisez des formations ciblées ou des stages en entreprise, là, vous donnez aux jeunes l'opportunité de vraiment se mettre la main à la pâte, mais aussi vous donnez à l'entreprise la possibilité d'être accompagné dans la sélection des jeunes, etc. Et donc, ça marche très, très bien, et j'espère qu'on va pouvoir encore développer ça davantage, mais c'est vraiment l'axe prioritaire de notre intervention. Au-delà de ça, évidemment, on est présent dans d'autres secteurs, on accompagne dans le domaine de la santé, et là, je fais peut-être une parenthèse, évidemment, avec une pensée aujourd'hui très forte pour les personnes qui doivent affronter ce nouveau énorme défi de cette crise Ebola qui s'est déclarée. Là aussi, on a une coopération très étroite depuis longtemps entre notre Institut de médecine tropicale, qui est basé à Anvers, et l'Institut national de recherche biologique, l'INRB, qui est en avant-plan aux côtés de l'OMS, pour non seulement appuyer la réponse à cette maladie, mais évidemment trouver des remèdes, trouver des vaccins, parce qu'on sait que malheureusement, cette version du virus n'a pas de vaccin actuellement. Et donc, on est dans les laboratoires avec les équipes congolaises pour vraiment travailler et trouver des solutions, diagnostiquer, apporter des remèdes, faire des tests, avoir des vaccins. Non, mais c'est ça. Aujourd'hui, la Belgique investit en aide au développement combien à peu près en RDC? Alors, plus ou moins, spécifiquement pour la RDC, plus ou moins par an, c'est environ 100 millions, dont la moitié est consacrée au portefeuille bilatéral, et l'autre moitié est donnée via soit des organisations internationales, soit des ONG, y compris des ONG locales, parce qu'on veut aussi, comme je l'ai dit, l'axe principal, c'est d'être aux côtés de la population. Et donc, via des ONG qui ont parfois un maillage local encore plus
plus insérés, plus intégrés, on peut aussi avoir des interventions qui ont un impact très spécifique. Vous comprenez ces Congolais qui se sentent un peu frustrés lorsqu'ils se disent oui, tout ces chiffres sur papier, mais concrètement, en réalité, non, on ne les sent pas. Mais absolument pas. Moi, je vous remercie de montrer ces images, parce que ça, c'est pas du papier, ces images. On voit qu'on est sur le terrain, on est avec les gens, on travaille. Il y a évidemment une partie du travail qu'on fait qui ne se voit peut-être pas toujours au quotidien, mais qui est pourtant essentielle. C'est tout ce qu'on fait au niveau des administrations aussi. Parce que je sais qu'il y a toujours cette petite blague un peu, ce rire où on dit la Belgique est le pays qui a le record du monde pour pouvoir fonctionner sans gouvernement, 540 jours, etc. Et une des raisons pour lesquelles on peut fonctionner, même quand on a peut-être des situations politiques un petit peu plus fragiles, c'est que on a une administration forte qui permet de faire tourner l'État au quotidien. Ici, l'administration a besoin d'être renforcée. Et donc ça, c'est quelque chose qui, comme nous, on a un peu un historique aussi avec cette administration, quelque part en tant que Belgique, on se sent encore plus motivé de travailler pour permettre à l'État de se redéployer au bénéfice de sa population. Et donc ça vient par notamment un appui à l'École nationale d'administration, ici l'ENA, qui est vraiment un organisme d'excellence et qui aide à former des jeunes qui vont venir gérer l'État, qui vont venir administrer le territoire, administrer le pays. C'est très important, vous avez besoin de ça si vous voulez que l'État se redéploie et fonctionne. Et pour ça, il faut une administration, il faut une formation de qualité. Donc on accompagne aussi dans notre programme. Mais ça se voit peut-être pas au quotidien, mais c'est quand tous vos administrateurs seront déployés et auront vraiment un impact sur la population que vous verrez le fruit de cet effort. Vous ne le verrez peut-être pas aujourd'hui à l'heure où nous parlons, mais il est tout aussi important pour l'avenir du pays, je pense. Alors, lorsqu'on parle de la Belgique aujourd'hui, c'est ces pays qui nous a colonisés. Les Congolais disent en lingala, c'est les noko, c'est-à-dire nous sommes une famille, c'est les oncles, tout. Mais à l'époque, on voyait des militaires congolais aller en formation en Belgique, le militaire belge venir donner des formations ici au Congo, des étudiants aller en Belgique, des fonctionnaires, cette coopération. Mais c'est comme si aujourd'hui... Je ne sais pas pourquoi vous employez le passé. Je crois qu'il faut mieux vous renseigner. Et c'est pour ça que je suis contente d'être là avec vous aujourd'hui, pour vous dire qu'il ne faut pas utiliser le passé. C'est encore lieu aujourd'hui. On les sent pas, on n'en entend pas parler aujourd'hui. Alors si vous ne le sentez pas, ça c'est difficile. On doit se dire, aller en Belgique aujourd'hui, c'est un parcours du combattant. Non, je ne pense pas. Par rapport à d'autres pays qui ont été des colonies des autres pays africains, je parle des Français, je parle des Anglais, pour ces pays qui sont colonisés. On sent que la coopération, on sent que le mariage, il est très facile. Alors le mariage est très étroit ici aussi, sur ce plan-là, je pense. Si vous ne le sentez pas, bon, je ne peux pas expliquer pourquoi vous ne le sentez pas. Je peux juste vous donner les faits de ce qui existe aujourd'hui. Je crois que ça, c'est surtout ça qui est important pour vos auditeurs. Aujourd'hui, la coopération existe, elle est bel et bien vivante. Et je crois peut-être, une explication pourrait être que pour le bien de la RDC, il y a d'autres partenaires aussi, et peut-être que du coup, vous voyez peut-être un peu moins ce qu'on fait, je n'en sais rien, mais en tout cas, nous sommes là, ça je tiens à le dire, nous sommes résolument là. Notre ministre de la Défense est venu en visite en fin de l'année dernière, il a pu voir les réalisations sur le terrain, il a pu constater l'importance de ce partenariat et de se réengager dans ce domaine. Et je pense que c'est vraiment important de souligner que, comme vous l'aviez dit, il y a la guerre aux portes de l'Europe, en Europe en fait. Il y a la distance entre Bruxelles et Kiev, c'est presque la même distance qu'entre Kinshasa et l'Est du pays. Donc c'est quand même, il faut vous rendre compte que c'est près de chez nous. Nous savons donc cette situation-là en Europe. Malgré tout, en tant que Belgique, nous voulons rester engagés aussi dans notre partenariat militaire avec la République démocratique du Congo, parce que nous sommes convaincus que c'est essentiel. Il faut rester engagé. Alors, je vais vous dire ce qu'on fait. Les formations continuent. Nous avons la formation qui se passe à Kindu, dans le Maniema, où il y a une brigade, on appelle la 31e brigade à réaction rapide, qui a été une brigade d'élite commando qui a été formée par les Belges. Et aujourd'hui, nous apportons en plus, grâce à l'Union européenne et une tranche de financement supplémentaire, le matériel, l'équipement et les constructions nécessaires pour que cette brigade puisse disposer d'une base en fait. Vous avez entendu votre ministre qui dit le casernement c'est essentiel, il faut que les militaires aient une base pour pouvoir revenir régulièrement, se recycler, se remettre en forme et puis être redéployés. Il faut pouvoir organiser des rotations de troupes. Donc pour ça, on a avec l'Union européenne aussi une enveloppe et on est en train de la mettre en œuvre maintenant qui consiste à renforcer le casernement en fait, de cette 31e brigade de réaction rapide à Kindu. Au-delà de ça,
Nous soutenons aussi l'école des officiers à Kananga. Donc vous avez une académie militaire. C'est extrêmement important que l'armée congolaise puisse former l'élite de demain aussi. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de difficultés dans l'armée aujourd'hui qui sont dues à tous ces anciens conflits qu'on a chaque fois résolus avec des brassages, mixages, comme on a appelé ça, on a trouvé des nouveaux noms. Mais ça rend l'unité, la cohérence, la cohésion de l'armée beaucoup plus difficile. Donc si vous voulez à un moment aussi redonner une impulsion, il faut former aussi des nouveaux cadres. Et ça va prendre du temps, mais il faut commencer dès maintenant. Et donc on appuie aussi l'Académie de Kananga. Ensuite, nous avons aussi un appui très important au niveau médical. Nous avons des équipes de chirurgiens qui viennent régulièrement et qui sont actives pour travailler aux côtés des médecins congolais. C'est ça qui est aussi important. C'est bien de venir et de faire des choses ou de venir et donner des choses, mais ce qui est important, c'est que quand on s'en va, il en reste quelque chose. Et pour ça, il faut travailler ensemble. Et ça, c'est vraiment l'esprit de notre coopération. Au-delà de ça, nous ouvrons aussi chaque année des postes au sein de l'école royale militaire en Belgique, parce que nous savons aussi que c'est important. Ça donne non seulement accès à cette formation qui est vraiment excellente, mais c'est aussi un réseau, parce qu'il y a d'autres étudiants du monde entier qui viennent suivre cette formation. Ça donne à vos futurs formés un réseau au sein d'autres armées, ça donne des connaissances multiculturelles qui sont aussi importantes pour ces personnes-là. Et c'est vrai que voilà, l'essentiel, c'est aussi de leur donner le message qu'on investit dans l'armée ici, que c'est un métier d'avenir, qu'il faut renforcer l'accompagnement des militaires pour que les personnes qui suivent ces formations restent et reviennent en RDC. Ça, c'est vraiment très important. Alors, avec la crise, on va terminer ces dossiers, avec la crise à l'Est, il y a beaucoup de déplacés, hein, des femmes, des enfants. Que compte faire la Belgique pour ces femmes, ces enfants déplacés? Alors, on donne, ça c'est le volet humanitaire, on apporte aussi une aide humanitaire à la fois via des organisations qui sont présentes en RDC, mais aussi via des fonds flexibles d'urgence. Et donc, c'est parfois d'ailleurs le défi, parce qu'on nous demande toujours que fait la Belgique, où est le drapeau belge. Nous, notre préoccupation, c'est pas de mettre notre drapeau partout. Notre préoccupation, c'est d'avoir un vrai impact quand il y a une crise, qu'on puisse réagir rapidement et aider les gens. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on donne aussi ce qu'on appelle en anglais du core funding, c'est-à-dire des financements non attribués à des organisations qui peuvent répondre tout de suite. Et ça, c'est vraiment important parce que quand vous avez une crise qui se déclare, vous ne pouvez pas tout de suite mobiliser des millions du jour au lendemain. Et donc vous devez permettre aux organisations qui se mobilisent très rapidement de le faire. Et ça, nous le faisons à travers un financement régulier de notre gouvernement directement aux organisations qui peuvent agir, que ce soit via OCHA, via le fonds d'urgence, etc. Et donc ces organisations interviennent ici aussi en RDC. Je ne pourrais pas vous dire dans ce qu'ils donnent quel est le pourcentage et combien de gouttes dans l'eau qu'on apporte sont belges, mais ce n'est pas vraiment ça qui compte, n'est-ce pas? Alors, on va ouvrir ces dossiers. Lorsqu'on a annoncé cette interview, cette émission, il y a eu beaucoup de questions. Mais sur les visas. Vous avez compris, hein? Je me demande parfois en me levant le matin si je ne vais pas me réveiller un jour avec le mot visa marqué sur mon front. C'est souvent la question qu'on me pose et je suis ravie d'en parler avec vous. Je vais justement poser cette question. Tout le monde a senti cette question, Madame l'ambassadeur. Pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe pour avoir un rendez-vous au niveau de la maison Schengen? Il n'y a presque pas. Quelqu'un me disait hier, quelqu'un m'a même écrit, il me dit ça fait 4 mois qu'il cherche à avoir un rendez-vous, il ne trouve pas. Par contre, lorsqu'on regarde les Français avec Congo-Brazza, avec le Français, pour que le Congolais de Brazzaville aille en France, c'est un jet d'enfant. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Qu'est-ce qui se passe réellement? Vous devez comparer ce qui est comparable. Et donc la quantité de visas qui sont émises, c'est ça qui est finalement les chiffres comparables. Donc si vous regardez le nombre de visas qui sont émis à Brazza, je suis sûre que... Non, ça c'est inacceptable. Je suis bien d'accord avec vous. Mais laissez-moi vous expliquer d'abord où on en est aujourd'hui, ce qui se passe et pourquoi on a cette situation-là. Je crois qu'il faut d'abord souligner que c'est un signal que beaucoup plus de gens qu'avant peuvent voyager et voyager vers l'Europe et souhaitent voyager vers l'Europe. Je pense que ça ne satisfera pas les personnes qui vous ont émis ces préoccupations, mais je trouve ça intéressant quand même de souligner qu'il y a un mouvement qui fait que de plus en plus de personnes ont les moyens pour voyager. Et ça, on doit quand même se dire, on l'accueille favorablement. Deuxièmement, nous avons traité à peu près, enfin pas moi, hein, mais le Centre européen des visas a traité à peu près 40 000 dossiers sur une année.
c'est 40 000 personnes qui ont trouvé un rendez-vous. Donc, qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas de rendez-vous. Il y a eu 40 000 dossiers. Et ce n'est pas moi qui ai mis les rendez-vous. Ça, c'est le passé. Aujourd'hui. Donc, non, je ne peux pas vous dire en 2026 combien on en a traité encore parce qu'on n'a pas fini l'année. Je vous dis qu'on en traite environ. Quand je suis arrivée, on était un peu moins de 20 000 par an. Maintenant, on est à 40 000. Donc, on fait des efforts pour essayer d'en traiter un maximum. Mais, je ne vais pas dire que c'est un tsunami, mais la demande augmente et il faut s'en rendre compte. Il y a une pression très forte. Traiter les visas, c'est autre chose. Mais moi, en parlant d'abord d'Europe, parce que oui, non, mais trouver un rendez-vous... Si on traite les visas, ça veut dire que les gens ont pu obtenir un rendez-vous. De quelle manière? D'accord. Alors là, maintenant, on en vient au système. De quelle manière ils ont trouvé ces rendez-vous? Le système de rendez-vous. Quand je suis arrivée ici de nouveau, il y avait un système où les visas, donc le système de rendez-vous était complètement ouvert. Donc, si vous preniez un rendez-vous, vous pouviez toujours avoir un rendez-vous. Mais votre rendez-vous était dans 10 à 12 mois. Ça n'a pas de sens. Personne ne prend un rendez-vous pour un visa 10 mois à l'avance. Donc, le système, il y avait tellement de demandes que, en fait, ça ne répondait pas aux besoins des personnes qui voulaient avoir un rendez-vous. Et du coup, vous aviez aussi le problème que beaucoup de rendez-vous, en fait, n'étaient pas utilisés, puisque les personnes s'étaient découragées, avaient trouvé une autre solution, ou j'en sais rien. Donc, il fallait absolument remettre les choses, remettre de l'ordre là-dedans. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis maintenant un système un petit peu plus solide, disons, un petit peu plus verrouillé, dans le sens où chaque rendez-vous est lié à un numéro de demande de visa, donc un numéro de dossier et un numéro de passeport. Donc, vous êtes obligé de d'abord encoder votre numéro de passeport et avoir un numéro de formulaire pour pouvoir ensuite chercher à avoir un rendez-vous. D'accord ? Maintenant, on se rend compte que malgré les nombreux engagements qui ont été faits dans le centre et l'augmentation très forte du personnel, la demande continue elle-même aussi d'augmenter. Donc il va falloir encore renforcer les choses et, disons, solidifier notre système informatique. Parce que malheureusement, ce qui ne joue pas pour nous, c'est que vous avez un peu une habitude ici de payer pour des services. Et ce n'est pas illégal. Si vous avez envie que quelqu'un fasse quelque chose à votre place, vous le payez, vous lui demandez de le faire à votre place. Ça, c'est pas du tout un problème. Là où ça devient un problème, c'est qu'il y a des agences qui utilisent, qui se rendent compte qu'il y a un potentiel peut-être de se faire beaucoup d'argent parce qu'il y a une telle demande aussi forte, et donc qui ont réussi à mettre en place des sortes de petits virus informatiques pour prendre les rendez-vous les premiers au moment où ils se libèrent dans la plateforme. Parce qu'en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de libérer chaque jour des rendez-vous à des heures différentes sur la plateforme. La plateforme ouvre 250 plus ou moins rendez-vous par jour, chaque jour, et à des heures différentes pour que les gens puissent prendre rendez-vous. Et bien même ça, on constate que ça part très très rapidement. Et on a pu observer qu'il y avait un mécanisme informatique qui arrive à détecter quand ça se libère et directement les occuper. Donc on doit maintenant encore, et c'est un travail qu'on est en train de faire, c'est essayer de trouver la parade informatique. Mais vous savez, c'est comme quand vous avez des voleurs à la maison, vous mettez une serrure plus forte, alors ils ont un instrument plus fort pour crocheter la serrure, donc vous mettez une alarme, mais eux, ils ont assez... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un peu le chat et la souris. On doit absolument continuer à faire ces efforts-là. Moi, je dis que pour les personnes qui veulent avoir un rendez-vous, il faut essayer, il faut continuer à essayer à des heures différentes et chaque jour parce qu'il y a des rendez-vous qui se libèrent tous les jours. Et je dirais aussi que le jour où plus personne ne fait appel à des agences, on aura plus de problèmes. Non, mais le problème c'est comment ne pas faire à ces agences, parce qu'eux au moins, ils vous trouvent la solution, ils ont un rendez-vous, vous pouvez rester autant d'heures, autant de jours. Mais malheureusement, il vous faut payer un prix bien cher pour ce rendez-vous alors que c'est gratuit. Le fait qu'on ne trouve pas le rendez-vous au niveau de Maison Schengen, ça envoie carrément aux gens à aller payer de l'argent. Je comprends que les gens se sentent motivés à le faire et je vous dis que nous sommes en train de travailler pour vraiment avoir le système le plus robuste possible. Ça reste compliqué parce que comme ils ont une motivation financière, qu'ils voient qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à payer beaucoup, ils continuent à essayer absolument de mettre en place ce système. Nous, on doit lutter contre ça avec nos informaticiens et on le fait. Mais c'est une plateforme
international pour la prise de rendez-vous dans tous les centres qu'on gère. Et donc, oui, ça prend un peu de temps pour le renforcer, j'avoue, mais on y travaille au quotidien. Et par ailleurs, l'autre chose qu'on fait, c'est que, comme je l'ai dit, on renforce constamment nos équipes. On n'arrête pas de les renforcer pour essayer de pouvoir traiter un maximum de dossiers. Et je répète que si on traite 40 000 dossiers sur une année, c'est 40 000 personnes qui ont eu un rendez-vous. Ils ne sont pas tous passés par des agences. Donc ça reste possible. Et ça, je voudrais que ce soit quand même le message. Vraiment, c'est possible de prendre des rendez-vous. C'est difficile, mais c'est possible. C'est possible, mais vous le reconnaissez au moins que c'est difficile. Oui, je reconnais. Je ne vais pas vous mentir. Je ne suis pas là pour vous raconter des histoires. Je reconnais. Je vous l'ai dit que nous faisions des efforts pour résoudre le problème. C'est un défi. Ça reste un défi. Et moins les gens feront appel à des agences, plus ce sera facile d'avoir des rendez-vous. A laissé sa question hier, il me disait pourquoi vous ne dites pas, madame, de faire comme les États-Unis, par exemple, celui qui a déjà eu à avoir un visa, il n'a qu'à envoyer son passeport et c'est ce que fait les États-Unis. Vous envoyez votre passeport, si vous avez déjà eu un ou deux visas, vous envoyez votre passeport, c'est plus facile, vous ne reprenez pas tout le processus au début, ou bien envoyer le passeport par DHL. Pourquoi la Belgique ne le fait pas? Déjà, je ne pense pas qu'il soit beaucoup plus facile d'obtenir un visa vers les États-Unis que vers l'espace Schengen, mais je peux me tromper. Et surtout aujourd'hui, non, si vous avez déjà un visa américain, donc, mais je ne peux pas me prononcer pour les autres. Dans le cas des visas Schengen, il existe dans le formulaire une case « Avez-vous déjà eu un visa Schengen ?» Si vous la cochez et que vous mettez le code, vous entrez dans la catégorie des gens qui ont déjà eu un visa Schengen. Et c'est vrai que chez nous aussi, c'est une catégorie plus rapide. Et qu'on a mis dans le système, on a réservé un certain nombre de rendez-vous pour les gens qui ont déjà eu un visa Schengen parce que c'est vrai que le traitement est plus rapide et ça permet d'en traiter plus. Maintenant, on ne veut pas limiter ça aux gens qui ont déjà voyagé non plus. Sinon, évidemment, ceux qui n'ont jamais été vont dire c'est pas juste, nous aussi, on veut pouvoir accéder. Donc il faut garder un équilibre, évidemment. Mais c'est vrai que quand vous avez déjà fait l'objet d'une première analyse, je vais dire, vous avez déjà démontré que vous étiez volontaire pour revenir et bien respecter la durée de votre visa, etc., c'est plus facile, le traitement est plus rapide et donc il existe une case spécifique à cet effet. Il ne faut surtout pas oublier de la remplir. J'en connais qui ont eu tout ça, toutes ces conditions, mais après on a envoyé le dossier au niveau de la Belgique. Alors, moi, je ne peux pas me prononcer vers là, parce que là, j'en on va se lever, on va pratiquement terminer cette émission. Très bien. Venez avec moi, on va pratiquement terminer. Mais la République du Congo est candidate au secrétariat général de la francophonie. Oui, tout à fait. Madame Juliana Lumumba. Oui. La Belgique nous soutient? La Belgique votera pour nous? Je crois qu'à question directe. C'est une question très directe. Je ne vais pas vous donner une réponse directe parce que la position n'a pas encore été arrêtée. Et d'ailleurs, même, je pense que le dépôt des candidatures n'est pas totalement finalisé. Donc, laissons d'abord le temps à l'organisation de présenter formellement. Mais si on finalisait par rapport à notre histoire, mais par rapport à nos relations, que voilà, nous avons des relations étroites. En plus, la Belgique a 2 participations à la francophonie. Puisque nous sommes un État un petit peu complexe, nous avons à la fois un siège en tant que Belgique et un siège pour la communauté francophone en Belgique. Je répète ma question. Ce sera je vous répète ma réponse, nous sommes la RDC avec notre histoire. C'est Juliana, la fille Lumumba. En effet. La Belgique votera pour nous? Je ne peux pas encore vous répondre, malheureusement. Je n'ai pas encore la réponse, mais je l'espère parce que je serai ravie de pouvoir vous répondre bientôt lorsque la position sera arrêtée. Je crois aussi qu'il est de tradition au sein de la francophonie de ne pas voter sur le poste de secrétaire général. Donc je crois que ça va faire l'objet d'une discussion et peut-être l'élaboration d'un consensus. Et en tout cas, je souhaite de tout cœur plein succès à Madame Juliana Lumumba. Madame l'ambassadrice, je vais vous laisser écrire. Vous avez un stylo? Allez. Vous préférez quoi? Moi, c'est comme vous voulez. Mais c'est comme vous voulez. Hein. Allez, je vais vous laisser écrire. Pendant que Madame l'ambassadrice est en train d'écrire, je vous rappelle, nous recevons Madame Roxana, qui est ambassadeur du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo. Mais cette émission n'est pas finie. Voilà, cette émission n'est pas finie. Je crois qu'elle reviendra. On devra parler de la coopération, on devra justement parler de ce que fait la Belgique en République démocratique du Congo. Je vais rejoindre Madame l'ambassadeur pour voir ce qu'elle est en train d'écrire. Vous n'allez pas savoir lire mon écriture. Je ne vais pas savoir. Hein?
Bah, prenez votre temps, on a encore 4 minutes, donc je vais prendre le temps. La semaine prochaine, on parlera des enfants autistes avec Congotisme, qui dirige Madame Elodie Bokamboulou Diakité. Congotisme qui est en train de s'installer à travers la ville de Kinshasa. Très bientôt, ça sera en République démocratique du Congo. La prise en charge des enfants autistes. Ces enfants, hier considérés comme des sorciers, considérés comme des enfants bizarres. Aujourd'hui, ces enfants, grâce à Madame Elodie et au gouvernement de la République démocratique du Congo, ces enfants sont pris en charge. Madame, vous avez écrit? Oui, voilà. Dites-nous qu'est-ce que vous avez écrit. J'ai dit un grand merci pour cette très belle opportunité d'échanger sur les magnifiques relations tissées entre nos deux pays et leurs diverses et richesses facettes. Bravo pour votre travail. Merci Madame l'ambassadrice. J'ai envie de poser une question comme un Congolais lambda. Est-ce qu'un jour la Belgique pourra imposer la paix en RDC, à l'est de la RDC? L'imposer pas, mais j'espère qu'elle s'imposera d'elle-même et le plus vite possible, encore une fois, pour les populations de cette région-là. Merci beaucoup. Il y a un cadeau pour vous, Madame l'ambassadrice. Vous allez découvrir le cadeau. On va vous le remettre. Oh, waouh! Voilà. Merci beaucoup. Pour vous, au nom de toute l'équipe du panier. Ben voilà. Est-ce que ça me ressemble? Oui, merci. Et voilà, c'est lui. Merci, félicitations, merci beaucoup. C'est gentil comme tout. Avec lui, il n'a pas fait l'Académie des Beaux-Arts, il a appris sur l'État. Très bien, très bien, merci. Allez, ça, espérons que pour le panier, vous allez garder dans votre bureau. Mais... Certainement, c'est très très joli, merci beaucoup. C'est plus beau que moi. J'aimerais bien le voir le jour, je pense. Ah voilà, très bien. Merci et félicitations. Merci beaucoup. Alors, Madame l'ambassadrice, oui. on va garder le cadeau là. Alors, pour terminer, on retient quoi? Vous allez parler à tous les Congolais. On retient que je pensais que ce serait une longue interview et en fait, je me rends compte qu'on n'a pas eu assez de temps pour parler de tout ce qu'on voulait dire. Il est midi. Et donc, je crois que ça signifie à quel point nos relations bilatérales sont riches et variées et diverses. Et je m'en réjouis et c'est vraiment mon vœu le plus cher de travailler à ce qu'elles se renforcent encore davantage. Sur la question de visa, il y a eu plus de 200 questions qu'on avait sur notre numéro. Le Congolais doit retenir quoi concrètement? Persévérer, c'est possible, on y travaille. Rester branché sur l'ordinateur, avoir... Rester branché, essayer et on travaille vraiment à améliorer les conditions des rendez-vous, mais le rendez-vous est gratuit. Ça fait 3 ans que vous êtes à Kinshasa, vous parlez lingala? Non, malheureusement, pas beaucoup. Même pas un mot? Allez, on va essayer de parler au Congolais en lingala. Non, ça non, désolé. Même vraiment pas. Pas. Juste une beauté, Sangoboli. Mais toutes les personnes que je rencontre parlent tellement bien le français que voilà, je n'ai pas... Bon, désormais, moi je vous parlerai en lingala. Chaque fois que je vous rencontrerai, je vous parlerai en lingala. Eh bien voilà, comme ça j'apprendrai. Merci beaucoup. Allez, madame, merci beaucoup. Merci d'être venue. On va vous conduire. Je vais amener ça pour vous. C'est gentil, merci. Je sors. Oui, allez-y. Allez. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Oui. Allez, mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous tenir compagnie depuis 10 heures ce matin. On se retrouve, ça sera le jeudi prochain à 6 heures pour un autre numéro du panier. Entre-temps, faites très attention, respectez les gestes barrières, lavez-vous les mains. C'est vrai qu'Ebola n'est pas à Kinshasa, mais faites très attention à vous. Lavez-vous les mains, respectez les gestes barrières. C'est très, très important. Allez, je vous retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro du panier. Au revoir. On va faire un photo.